le fond de l'océan Pacifique recèle un danger mortel, une immense ligne de failles géologiques. Sur son pourtour se trouvent environ 90% des volcans de la planète, 80% des zones sismiques majeures et environ un tiers de la population mondiale. Il s'y produit en moyenne un séisme ou une éruption volcanique par heure. C'est ce qu'on appelle l'anneau de feu du Pacifique. D'après de récentes découvertes, cet anneau serait 3 fois plus actif que par le passé. La ceinture de feu est l'une des zones les plus dangereuses du monde. La ceinture de feu est une immense faille qui borde le plancher de l'océan Pacifique sur plus de 40 000 km de long. Des études récentes semblent indiquer qu'elle connaît un regain d'activité. Cela pourrait signifier plus de séismes et d'éruptions volcaniques. Différents chercheurs ont entrepris de réétudier cette faille afin d'évaluer l'étendue exacte du risque. Les premiers signes d'une augmentation de l'activité volcanique ont été découverts tout à fait par hasard dans des échantillons de glace de l'Antarctique. Les centaines de carottes de glace conservées dans cette chambre froide sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Elles contiennent des restes de composés chimiques qui permettent de retracer l'histoire du climat planétaire. Mike Rampino est professeur à l'Université de New York. Il s'est spécialisé dans l'étude de ces carottes. Ces carottes de glace sont des machines à remonter le temps. Elles nous font remonter des centaines, des milliers, même des centaines de milliers d'années en arrière. Chaque couche a conservé des informations sur les événements qui se sont produits à cette époque sur la planète. Ces couches de glace pourraient révéler ce qui provoque un regain d'activité dans la ceinture de feu du Pacifique. Mike Rampino analyse leur composition pour connaître les causes des changements climatiques qui affectent la planète. En 2005, après des mois de travaux, il découvre un composé inhabituel, de l'acide sulfurique en quantité importante. Comment expliquer sa présence? Pour un scientifique comme Rampino, il n'y a qu'une seule réponse possible. Un volcan en éruption libère de vastes quantités de lave, de fragments de roches et de cendres. Mais il émet aussi du dioxyde de soufre. Les éruptions volcaniques résultent de la pression créée par la combinaison de roches en fusion et de dioxyde de carbone. Le magma remonte vers la surface où il explose en perçant l'écorce terrestre. Le dioxyde de soufre est un gaz incolore libéré dans la colonne de cendres. En se combinant à la vapeur d'eau, il se transforme en acide sulfurique. Cet acide est dispersé sur l'ensemble de la planète par les vents de la haute atmosphère. Il se redéposera sur Terre uniquement sous forme de pluie ou de neige. Mais l'Antarctique ne compte qu'1% des volcans de la planète. Alors comment l'acide est-il arrivé là? La réponse est sous forme de neige. Et comme la neige qui tombe en Antarctique ne fond jamais, elle retient l'acide sulfurique couche après couche, année après année. En analysant les couches de glace, Mike Rampino a ainsi décelé la trace d'éruptions volcaniques datant de plus de 11 000 ans. Or, ces traces sont plus importantes dans les couches les plus récentes, ce qui lui fait craindre un regain d'activité dans la zone volcanique la plus violente de la planète. On a tout de suite pensé, puisque ce sont des traces d'éruptions explosives, qu'elles provenaient de volcans qui font partie de la ceinture de feu. D'après les travaux de Rampino, les éruptions volcaniques suffisamment importantes pour laisser des traces dans la glace de l'Antarctique ont été au nombre de 7 pendant le millénaire précédant notre ère, de 12 entre l'an 0 et l'an 1000,
et de 21 entre l'an 1000 et l'an 2000. En d'autres termes, l'activité volcanique pourrait avoir triplé au cours des 2 derniers millénaires. Une augmentation de 300% du volcanisme, c'est une sacrée découverte. Si elle se confirme, ça signifie un risque accru dans toutes les zones à forte densité de population de la ceinture de feu. Parmi les régions fortement peuplées, l'une des plus exposées est la côte nord-ouest des États-Unis. Ce segment de la ceinture de feu s'appelle la zone de subduction des cascades. Elle s'étend sur plus d'1 millier de kilomètres à seulement 80 km des côtes américaines. Les volcanologues ont longtemps cru que cette paisible section des côtes américaines était l'une des zones les moins dangereuses de la ceinture de feu. Et pour cause, il n'y a pas eu de traces d'activité géologique majeure ici depuis plus de 300 ans. Jusqu'à récemment, la plupart des scientifiques considéraient même cette zone comme tectoniquement inactive. Les quelques 10 millions de personnes qui vivent à Portland, Vancouver ou Seattle se croyaient donc à l'abri de tout danger. Mais les cascades sont loin d'être aussi paisibles qu'il n'y paraît. Pendant des millénaires, les Indiens d'Amérique se sont transmis la légende de l'oiseau tonnerre, un animal mythique qui fait trembler la terre. Emportant la baleine dans ses serres, le grand oiseau tonnerre s'envola vers son nid dans les montagnes. La terre fut prise de frémissements, de convulsions, de tremblements. Au milieu des années 1980, un projet de centrale nucléaire conduit à vérifier l'absence de risque sismique dans la région des Cascades. Le géologue Brian Atwater entame alors l'étude sur le fleuve Coppalis dans l'État de Washington. Il fouille la boue pour retracer l'histoire géologique de la région. Je suis venu ici avec une bonne connaissance de la boue et de la façon dont elle garde la trace des variations du niveau de la mer par rapport aux terres. Au moment où Atwater entreprend son étude, l'idée communément admise parmi les géologues est que les 2 plaques tectoniques situées de part et d'autre de la faille des cascades glissent sans heurts l'une sur l'autre. Les traces d'une élévation progressive du niveau de la mer vont confirmer cette hypothèse. Mais Atwater découvre également un élément surprenant. J'ai trouvé plein de racines d'arbres dans la boue. Il s'agit de racines d'Épicéa de Sitka. C'est une espèce commune dans la région. Mais comme la plupart des arbres, elle est incapable de se développer dans un marais salant. Alors comment ces racines sont-elles arrivées là? En poursuivant ses fouilles, Atwater identifie 3 couches distinctes. Il y a d'abord eu une forêt qui correspond à la couche tourbeuse avec des racines d'arbres. Puis brusquement, elle a laissé place à un marais salant qui correspond à cette couche. Ce n'est pas une variation ordinaire du niveau de la mer, il s'est passé un événement brutal. La frontière très nette entre les couches indique un brusque affaissement de la terre. L'eau de mer s'est engouffrée dans la brèche et a détruit la forêt. Mais qu'est-ce qui a pu causer un tel affaissement? L'une des hypothèses est la suivante. Si au lieu de glisser sans heurts l'une sous l'autre, les 2 plaques restent à un moment bloquées, la plaque supérieure finit par se bomber, ce qui provoque une élévation des terres. Puis, lorsque brusquement la plaque avance à nouveau, il s'ensuit un séisme majeur qui fait s'affaisser les terres situées derrière le renflement. Une maquette permet de comprendre le fonctionnement des failles de subduction. Les 2 plaques frottent l'une contre l'autre. Au-dessus, la terre se soulève. Lorsque la contrainte atteint son maximum, la plaque supérieure se dégage soudainement, libérant au passage une énergie phénoménale qui se traduit par un méga-séisme. La terre s'affaisse comme l'a constaté Atwater. Voilà ce qui est arrivé aux arbres.
Ce marais était autrefois recouvert par une superbe forêt d'épicéas. Un séisme majeur a provoqué un affaissement brutal du terrain. L'eau de mer s'est alors engouffrée dans la brèche ainsi ouverte. Le sel marin a détruit les arbres et produit le marais salant qui s'y trouve aujourd'hui. Atwater va faire une deuxième découverte surprenante. La couche grise entre la forêt et le marais salant correspond à du sable. Terre, sable et boue. Ce sable ne peut provenir que de la mer à 3 km de là. Il n'y a qu'un seul moyen d'expliquer sa présence. Le séisme a dû générer un tsunami qui a charrié le sable jusqu'ici. La zone de subduction des cascades est située à 80 km des côtes américaines. Durant le séisme, le mouvement des plaques a dû élever le plancher marin et l'immense masse d'eau qui se trouvait au-dessus. Sur la côte, l'eau s'est sans doute retirée bien au-delà du seuil ordinaire de marée basse, puis est revenue sous la forme d'un tsunami et a inondé le littoral. La vague géante a tout détruit sur son passage et en se retirant, elle a laissé du sable. Atwater va découvrir de nombreuses traces de ces événements tout le long des 1000 km de la côte des Cascades. J'ai découvert les premiers éléments sensationnels sur un estuaire. Puis je suis allé sur le suivant et j'ai découvert la même chose ici, dans la boue. À chaque fois, je retrouvais ce même schéma. La terre fut prise de frémissements, de convulsions, de tremblements. Le mythe de l'oiseau tonnerre serait donc vrai. Les travaux d'Atwater ont révélé un risque totalement sous-estimé. La zone de subduction des cascades est bel et bien capable de générer des séismes. Puisque c'est déjà arrivé au moins une fois, on ne peut pas exclure que le phénomène se répète. Mais quand ce séisme s'est-il produit? Quelle était sa magnitude? Et surtout, quand sera le prochain? Atwater l'ignore encore. Si l'activité volcanique de la ceinture de feu est réellement en augmentation, cela pourrait se traduire par un nouvel événement bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Les chercheurs doivent identifier très vite la cause de ces phénomènes. Le suspect numéro 1 est pour le moment l'océan. La longue histoire de la ceinture de feu jette une nouvelle lumière sur la menace qu'elle peut constituer aujourd'hui. Des indices récemment découverts dans la glace de l'Antarctique semblent dénoter une augmentation de 300% de l'activité volcanique au cours des 2 derniers millénaires. Mais quelle est la cause de cette augmentation? Pour Bill McGuire, professeur au University College de Londres, la réponse se trouve dans l'océan. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 14 000 ans, la fonte des calottes de glace a provoqué une élévation du niveau de la mer. En quelques siècles à peine, l'eau est montée de 15 mètres. Ça a forcément eu des effets sur les contraintes qui s'exercent dans l'écorce terrestre et ces modifications ont peut-être déclenché une activité volcanique. 2 tiers des volcans du monde sont regroupés sur la côte pacifique et le tiers restant est situé à moins de 250 km. Pour vérifier son hypothèse, McGuire doit déterminer le nombre d'éruptions volcaniques majeures qui se sont produites lorsque le niveau de la mer était au plus haut. Pour cela, il analyse les couches de cendres volcaniques amassées sur le fond marin. Avant l'élévation du niveau de la mer, il y a des dizaines de milliers d'années, McGuire trouve une éruption majeure tous les 1000 ans. Après l'élévation de 15 mètres, il trouve une éruption tous les 350 ans. En d'autres termes, l'activité volcanique a augmenté de 300%. Ce chiffre rappelle les résultats de Mike Rampino. Néanmoins, McGuire reste prudent quant à sa signification. Je serais étonné qu'il s'agisse d'un effet planétaire, mais ce n'est pas forcément anecdotique non plus. En fait, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, au cours des 2 derniers millénaires, le niveau de la mer n'a pas suffisamment augmenté pour expliquer l'intensification du volcanisme constatée par Mike Rampino. La théorie de l'élévation des eaux ne semble pas tenir la route. Tout va changer en 1996 avec l'éruption d'un des volcans les plus actifs du monde aux confins de la ceinture de feu.
Les îles Aléoutiennes, en Alaska, comptent 57 volcans actifs. À la mi-septembre 1996, des chercheurs de l'Observatoire des volcans de l'Alaska, travaillant avec McGuire, enregistrent une éruption du Pavlov. C'est une petite éruption, mais elle se produit à un moment très particulier. Ce qui est fascinant avec le Pavlov, c'est qu'il n'entre apparemment en éruption que durant les mois d'hiver. Comment expliquer cela? De nouveau, McGuire cherche la réponse dans l'océan. En hiver, les conditions climatiques aux abords du Pavlov créent une pression atmosphérique inférieure à la normale. Cela provoque une expansion de l'océan et donc une légère élévation du niveau des eaux. Aux abords du Pavlov, l'océan peut s'élever de 30 cm. Ce n'est pas grand-chose, mais cela suffit peut-être à provoquer une éruption. L'hypothèse de McGuire est simple. Il pense que le surplus d'eau fait plier la croûte terrestre. Le Pavlov étant tout près de l'océan, cela fait monter la pression dans la chambre magmatique située en son cœur. Le sommet du volcan s'ouvre sous la contrainte et c'est l'éruption. Exactement comme quand on appuie sur un tube de dentifrice. Cette découverte va amener McGuire à repenser l'un des principes de la tectonique des plaques. L'équilibre de la planète est très précaire. Il n'y a pas besoin d'une très forte contrainte pour déclencher une éruption volcanique, un séisme ou un glissement de terrain, qui sont les différents types d'activités géologiques caractérisant la ceinture de feu. Si l'hypothèse de McGuire est correcte, des variations infimes du niveau de la mer pourraient provoquer des catastrophes majeures. Cette nouvelle est particulièrement alarmante pour la ville de Tokyo. Les géologues viennent de faire une nouvelle découverte concernant cette section de la ceinture de feu, juste sous leurs pieds. Le Grand Tokyo compte environ 35 millions d'habitants. Capitale d'une des plus grandes économies mondiales, Tokyo est située juste au-dessus du point de convergence de 3 grandes plaques tectoniques. Elle connaît un séisme mineur quasiment toutes les semaines. Parmi les grandes villes du monde, c'est celle où le risque de catastrophe naturelle est de loin le plus important. Tokyo est une ville en sursis. Pour comprendre la réalité de la menace, des chercheurs japonais ont lancé un projet ambitieux d'exploration. Ces camions sont équipés de vibreurs qui martèlent le sol à la vitesse de 100 frappes par seconde. Ils génèrent ainsi des ondes qui pénètrent dans la Terre. La faille géologique renvoie à ces ondes. En mesurant leur temps de retour, on obtient une image tridimensionnelle comparable à une échographie. Grâce à ces travaux, le sismologue Naoshi Hirata est parvenu à localiser l'emplacement exact de la ceinture de feu. Jusqu'alors, les spécialistes pensaient que la faille de chevauchement se situait à 40 km de profondeur sous Tokyo. Mais les données de Hirata disent tout autre chose. Nous avons découvert que la faille de chevauchement est beaucoup moins en profondeur qu'on ne pensait. La source sismique se trouve plus près de Tokyo. C'est une mauvaise nouvelle pour la population. La faille de chevauchement est la grande zone bleue qu'on voit ici. Son point le plus bas est à 25 km sous Tokyo. Mais son point le plus haut n'est qu'à 4 km de la surface. Or, plus la source sismique est proche de la surface, plus le séisme est dévastateur. La longue liste des violents tremblements de terre qu'a connu le Japon donne une idée du potentiel de destruction de la faille. En 1995, un séisme de magnitude 7,2 a tué plus de 5000 personnes à Kobe, à 430 km à l'ouest de Tokyo. En 1923, un séisme de magnitude 8,3 a tué 140 000 personnes à Tokyo. Aujourd'hui, d'après le gouvernement japonais,
la probabilité qu'un séisme de magnitude 7 survienne à Tokyo au cours des 30 prochaines années est de plus de 70%. Plus de 10 000 personnes pourraient être tuées. C'est énorme. Des études montrent que la ceinture de feu est un ensemble de failles à l'équilibre précaire. Des variations minimes peuvent avoir des effets dévastateurs. C'est particulièrement vrai dans le nord-ouest des États-Unis, où un volcan tristement célèbre s'est réveillé récemment. De récentes études scientifiques montrent un possible regain d'activité volcanique sur notre planète. Les chercheurs sont donc amenés à réexaminer la ceinture de feu du Pacifique qui regroupe la majorité des volcans et des zones sismiques de la planète. À Tokyo, il est désormais prouvé que la ceinture se situe beaucoup plus près de la surface qu'on ne le pensait. Aux États-Unis aussi, le risque géologique a récemment augmenté. Le mont Saint-Helens s'est en effet réveillé en octobre 2004 et depuis cette date, il constitue un danger permanent pour la population. Ce volcan est situé sur la même faille géologique que la côte des Cascades. Nous sommes juste au-dessus du mont Saint-Helens. Le volcan est entré en activité, ça ne fait aucun doute. Le 18 mai 1980, le mont Saint-Helens entre dans une éruption cataclysmique. Il y a une grande éruption au niveau du cratère. Et une seconde éruption est en train de percer le flanc nord-ouest du volcan. Ces éruptions provoquent un glissement de terrain colossal. Bilan, 57 morts et 600 km² de terre dévastée. Le phénomène est spectaculaire et frappe l'esprit des volcanologues. Dan Zurishin est présent ce jour-là. 1980 a été un tournant pour la volcanologie et le mont Saint-Helens nous a offert une deuxième chance. En effet, en octobre 2004, le Saint-Helens entre de nouveau en activité. Mais cela n'a rien à voir avec l'éruption spectaculaire survenue 24 ans plus tôt. Il s'agit en effet d'une éruption permanente qui rejette 32 900 mètres cubes de matière solide par jour. Jour après jour, du magma remonte à la surface poussé par la plaque pacifique qui s'enfonce sous la plaque de Juan de Fuca. L'épanchement est en train de reconstruire le célèbre dôme de lave du Saint-Helens. Mais ce qui retient l'attention des chercheurs, ce sont les millions de microséismes déclenchés par l'éruption. Des séismes à répétition peuvent en effet annoncer une grande éruption. Dan Zurishin cherche à comprendre ce qui se passe réellement au Saint-Helens. Le volcan se prépare-t-il à une nouvelle éruption catastrophique ? Sur certains volcans, on observe une intensification progressive des séismes. Ça commence par de petits séismes assez rares, suivis par des séismes plus importants et plus fréquents. À la fin, on a des séismes de magnitude 3 ou 4 quasiment en continu, et puis c'est l'éruption. Cette fois-ci pourtant, les choses sont différentes. Chaque petite tache rouge sur ce graphique correspond à un séisme. Or, tous ces séismes sont identiques. On les surnomme les battements de tambour parce qu'ils se répètent avec une régularité étonnante. Depuis octobre 2004, on en a enregistré près de 2 millions. Dan Zurishin a plusieurs hypothèses les concernant. Hypothèse numéro 1, ces séismes correspondent à l'ouverture et à la fermeture de fissures à la base du volcan. Des fissures provoquées par la vapeur d'eau qui s'échappe et agit comme un soufflet. Hypothèse numéro 2, dite hypothèse du stick slip ou marche saccadée. À l'intérieur du volcan, la pression fait remonter par à-coups une gigantesque colonne de roches. Chaque avancée provoque un séisme. Cette deuxième hypothèse est assez inquiétante. Si le modèle du stick slip est correct, les calculs montrent que plus le temps passe, plus il faut une pression forte pour faire remonter la colonne de roche.
Si on atteint le point où la pression est assez élevée pour vaincre la résistance des roches alentour, on risque d'avoir une éruption explosive. Or, les séismes du mont Saint-Helens sont désormais moins fréquents. Est-ce le signe que la colonne de roche est bloquée à l'intérieur du volcan? Le compte à rebours de la prochaine éruption explosive a-t-il commencé? Les volcans sont des systèmes très compliqués. Avant une éruption, ils peuvent gonfler, mais ce n'est pas systématique. Ils peuvent aussi produire de nombreux séismes, ou juste quelques-uns. Et c'est bien là tout le problème. La prévision volcanique n'est pas encore une science exacte. Et une fausse alerte cause presque autant de dommages que pas d'alerte du tout. Nombreux sont ceux qui appréhendent la prochaine grande éruption du Saint-Helens. Mais le manque de fiabilité des prévisions se fait cruellement ressentir tout le long de la ceinture de feu. Brian Atwater s'inquiète lui aussi de son compte à rebours alors qu'il tente de prédire le prochain grand séisme qui frappera la côte nord-ouest des États-Unis. Il y avait urgence. Nous, les géologues, nous venions de crier au loup, mais sans donner aucun détail. Comment peut-on se protéger si la menace n'est pas définie? Pour évaluer l'ampleur de la menace, Atwater a besoin de connaître l'histoire des cascades. Mais la dernière pièce du puzzle lui échappe. Quand le dernier grand séisme s'est-il produit et quelle était sa magnitude? Atwater ne se doute pas que la réponse se trouve à l'autre bout de la ceinture de feu. Kenji Satake tente de résoudre l'énigme du tsunami orphelin, un raz-de-marée qui s'est abattu sur la côte est du Japon en 1700, sans raison apparente. La plupart des tsunamis survenant au Japon sont causés par des séismes locaux. En général, la population des côtes sent la terre trembler 10 ou 20 minutes avant l'arrivée d'un tsunami. Depuis 3 siècles, les sismologues se creusent la tête pour localiser le séisme à l'origine du tsunami de 1700. C'est ce qui lui a valu le surnom de tsunami orphelin qu'on trouve dans des textes anciens. Depuis le début des années 1990, Kenji Satake s'applique à son tour à résoudre l'énigme. L'hypothèse de l'Amérique du Sud ayant été écartée très tôt, Kenji Satake se tourne vers l'Alaska où des séismes provoquent régulièrement des tsunamis. En 1964, un séisme de magnitude 9,2 a rasé Anchorage, la capitale de l'Alaska, et provoqué un tsunami qui a dévasté la côte pacifique sur des milliers de kilomètres, jusqu'en Californie. Mais le temps que les ondes arrivent au Japon, elles avaient perdu de leur intensité. Ce séisme n'a donc pas pu causer les dégâts constatés en 1700. Kenji Satake est à court d'idées, jusqu'à ce qu'il entende parler en 1995 des travaux d'Atwater à l'autre bout de la ceinture de feu. Vers 1995, j'ai rencontré Brian Atwater et d'autres géologues américains. J'ai été très impressionné par leurs travaux. Satake et Atwater cherchent-ils le même tsunami? Le seul moyen de le savoir, c'est de recréer l'onde géante sur ordinateur. Kenji Satake va modéliser différents scénarios. L'un d'eux envisage une immense rupture sur toute la longueur de la zone de subduction des cascades. Le résultat est éloquent. Une dizaine d'heures après le séisme survenu dans les cascades, les ondes frappent la côte orientale du Japon, exactement comme en 1700. Associé aux autres éléments recueillis par Atwater dans les cascades, ce modèle laisse peu de place au doute dans l'esprit de nos deux chercheurs. Le dernier grand séisme des cascades a provoqué le tsunami japonais de 1700. Ils connaissent l'année et le lieu, mais quelle était la magnitude? C'était un séisme de magnitude 9 environ.
Seul un séisme de cette importance peut générer un tsunami capable de traverser l'océan Pacifique et de causer des dégâts au Japon. 9 est la magnitude maximale d'un séisme. Les effets d'un tel tremblement de terre sont dévastateurs. À 21h, le 26 janvier 1700, la zone de subduction des cascades s'est rompue sur toute sa longueur, soit plus de 1000 km. Le séisme provoqué par la rupture a libéré plus d'énergie que les États-Unis n'en consomment en un mois. Depuis cette date, les contraintes tectoniques ont recommencé à s'accumuler le long de la faille. C'est une véritable bombe à retardement. Toute la question est de savoir quand explosera-t-elle et quelle sera la magnitude du prochain séisme. Quel dommage sera-t-il capable de causer? Conscients que le risque augmente, les chercheurs tentent de répondre au plus vite à ces questions. Pour toutes les villes situées le long de la ceinture de feu, le compte à rebours a commencé. Aujourd'hui, des chercheurs imaginent des dispositifs pour gagner de précieuses secondes qui permettront de sauver des vies humaines la prochaine fois que la ceinture de feu se réveillera. Matthew D'Alessio a quitté la Californie pour travailler à l'Institut d'études sismologiques de Tokyo. Il sait parfaitement qu'un méga-séisme dévastera la ville un jour ou l'autre. Peu à peu, il s'habitue à la menace à laquelle les Japonais sont exposés toute leur vie. Depuis que je suis ici, je vis un séisme tous les 15 jours, 3 semaines. Et comparé à ce que je connais, ce ne sont pas des petites secousses. Voici une simulation au Centre de prévention des catastrophes de Honjo. Quand je vivais en Californie, il y avait 1 ou 2 séismes par an de magnitude 3 ou 4. Ici, on a une secousse de magnitude 4 2 fois par mois. Cette simulation correspond à un séisme de magnitude 7, comme celui qui a détruit la ville de Kobe en 1995. Ces événements se produisent quasiment sans prévenir. C'est sur ce point que Matthew D'Alessio travaille. Toutes les techniques développées par les sismologues étaient fondées sur des analyses de séismes effectuées bien après l'événement. Aujourd'hui, nous tentons d'analyser les séismes au moment même où ils se produisent. C'est un peu comme si on montait dans une voiture côté passager et qu'on essayait de deviner à quelle vitesse le conducteur va rouler et pendant combien de temps dès l'instant où il démarre. Une découverte récente va peut-être aider les chercheurs. On a constaté que les séismes émettent des sortes de signaux annonciateurs. Ils libèrent de l'énergie sous la forme de 2 types d'ondes sismiques. Les premières, ici en bleu, sont les ondes P, pour primaires. Elles se déplacent à près de 29 000 km/h par un mouvement de dilatation et compression successives, comme un ressort. Les ondes P arrivent en premier et occasionnent peu de dégâts. Elles sont suivies de peu par les ondes S pour secondaires, ici en rouge. Ces ondes se déplacent selon un mouvement transversal. Ce sont elles qui font trembler la Terre et provoquent les destructions. C'est un peu comme le couple éclair et tonnerre qu'on connaît bien. On voit l'éclair, le flash de lumière, quelques secondes avant que le tonnerre retentisse et frappe. Un système a été mis au point pour exploiter ce phénomène. Dès qu'il détecte l'onde primaire, il émet une alerte. La population dispose alors de quelques secondes, au mieux quelques minutes, avant le séisme. C'est peu, mais cela peut suffire pour se mettre à l'abri. En cas d'alerte, toutes les industries s'arrêtent. Même le célèbre train magnétique japonais s'immobilise. Aujourd'hui, Tokyo est la ville du monde la mieux préparée au séisme. Beaucoup d'immeubles récents sont construits sur des amortisseurs géants comme celui-ci.
Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des dispositifs inventés par les chercheurs tout le long de la ceinture de feu pour diminuer les risques. Mais personne ne peut encore prévoir les tremblements de terre. On ne sait même pas si c'est possible. Un séisme est-il prévisible? C'est ce qu'on essaie de savoir. On essaie de comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Les recherches en matière de prévision sismique pourraient bientôt faire un bond en avant grâce à une découverte récente faite sur la côte des Cascades. Les géologues de l'Observatoire tectonique sont en train d'installer un réseau de 960 dilatomètres ultrasensibles et récepteurs GPS. Ces appareils enregistrent les moindres modifications de l'écorce terrestre pour tenter de prévoir la date et le lieu de la prochaine rupture dans la zone des Cascades. Herb Draggert est un pionnier dans ce domaine. On cherche à passer à un stade supérieur de la recherche scientifique. On essaie de voir si l'on peut donner des informations plus précises sur quand ces séismes vont se produire, au lieu de se contenter de dire un tous les 500 ans. Généralement, on estime que les zones de subduction accumulent les contraintes tectoniques en un long mouvement continu. Lorsque les contraintes deviennent trop fortes, un séisme se produit. Lorsque Herb Draggert commence à analyser les données enregistrées par les dilatomètres, il s'attend donc à trouver un mouvement continu, comme la courbe verte sur ce graphique. Mais il n'en est rien. Et sa découverte pourrait révolutionner nos connaissances en matière de séisme. Au lieu de trouver un mouvement de compression continue, on a découvert un mouvement structuré. On ne s'y attendait absolument pas. Dans la zone des Cascades, le mouvement est en dents de scie. Durant 14 ou 15 mois, dans cette partie des Cascades, le sol avance vers l'est. Puis, pendant une quinzaine de jours, il revient légèrement dans la direction opposée. Les travaux de Draggert révèlent en fait un nouveau type de séisme, dit séisme silencieux. Serait-ce l'élément qui manquait pour pouvoir prédire la prochaine rupture des Cascades? D'après Draggert, la plaque se comporte comme une corde de guitare qu'on accorde. En tournant la mécanique, on tend la corde. Autrement dit, on l'amène plus près de son point de rupture. C'est le même principe qui s'applique dans les cascades. Plus le dernier séisme majeur est ancien, plus on doit être proche du niveau de contrainte maximale. La corde de guitare se tend de plus en plus, jusqu'à un point où on se dit « elle ne peut pas ne pas casser ». Mais ce n'est pas tout. Draggert pense que c'est lors d'un séisme silencieux dans la zone de subduction des Cascades que se produira le prochain séisme sur la côte nord-ouest des États-Unis. En effet, l'instabilité créée à ce moment-là, au moment où la plaque change de direction, accroît la probabilité d'un séisme majeur. La probabilité qu'un très gros séisme se produise la semaine prochaine est de l'ordre de 1 pour 200 000 durant la période de 14 mois sans changement de direction. Mais durant les 15 jours où la direction change, la probabilité d'un séisme majeur est multipliée par 50, ce qui fait 1 sur 4000. Le prochain grand séisme dans les Cascades est inévitable. Une ville moderne comme Seattle, avec tous ses gratte-ciel, n'a encore jamais été touchée par un méga-séisme. Mais le compte à rebours a commencé et les dégâts seront forcément considérables. En 1700, la ceinture de feu a libéré des forces terrifiantes qui ont provoqué une rupture de la zone de subduction des Cascades sur toute sa longueur, soit 1000 km.
La faille, située à seulement 80 km des côtes du nord-ouest des États-Unis, a généré un méga-séisme de magnitude 9 qui a fait trembler la Terre pendant près de 5 minutes. Depuis, les contraintes tectoniques s'accumulent de nouveau le long de la faille. Les chercheurs savent qu'un nouveau séisme se produira, peut-être très prochainement. Que va-t-il advenir des grands centres urbains proches de cette zone ? Seattle, avec tous ses gratte-ciel et ses équipements modernes, n'est que l'une des grandes villes de la région. Au total, près de 10 millions de personnes sont menacées. L'ampleur des dégâts que pourrait causer un méga-séisme est à peine concevable. Personne ne peut dire avec précision ce qui se produira, ni quelles seront les conséquences. Mais tout porte à croire qu'il s'agira d'une catastrophe sans précédent. Où qu'elle soit constatée, une augmentation de l'activité est synonyme de risque accru sur l'ensemble de la ceinture de feu. Mais la menace qui pèse dans les cascades est l'une des plus sérieuses. De tous les risques liés à la ceinture de feu, le prochain gros séisme des cascades est particulièrement inquiétant. Ce sera comme une immense fermeture éclair qui s'ouvre. La secousse sera intense sur toute la longueur de la zone des cascades. On peut prédire une répétition des événements qui se sont produits il y a plusieurs centaines d'années. Autrement dit, un séisme de magnitude 9. Un séisme 1000 fois plus important que celui de 1906 à San Francisco, par exemple. Voici ce qui arriverait à la côte nord-ouest des États-Unis si elle était frappée demain par un séisme de magnitude 9. Le séisme se déclenche à l'une des extrémités des 1000 km de la faille des Cascades. Il progresse à plus de 11 000 km/h. Il lui faut 5 minutes pour provoquer une rupture complète. Le plancher océanique bascule vers le haut en soulevant une énorme masse d'eau. Cela génère une série de vagues géantes qui vont déferler à la vitesse d'un avion. Les ondes sismiques avancent à près de 29 000 km/h. En atteignant la côte des Cascades, elles secouent violemment le littoral. Le Centre régional des urgences, un bâtiment pourtant conforme aux normes parasismiques, se met à trembler. Séisme de 9,2, confirmé à 250 km ouest-nord-ouest des terres, au large de l'Oregon. 1 minute après le début du séisme, les ondes P frappent Seattle. Pour la population, c'est le tout premier signal d'alerte. 40 secondes plus tard, les ondes S arrivent. La ville est secouée par de violents tremblements transversaux. Le tremblement se poursuit. Les premiers immeubles en briques s'effondrent. Quelques minutes après le début du séisme, la terre s'affaisse autour du port de Seattle. La digue se fissure. Dans les rues, la chaussée s'ouvre en deux. La portion surélevée de l'autoroute, le Alaskan Way Viaduct, s'écroule. Lorsque le tremblement cesse enfin, la ville est en ruine. Je n'en crois pas mes yeux. Seattle est dévasté. Ceci n'est que l'un des scénarios possibles. Un séisme de cette ampleur dans la zone des Cascades est l'illustration de la phénoménale quantité d'énergie qui sera un jour libérée au niveau de la ceinture de feu. L'analyse des glaces millénaires de l'Antarctique semble indiquer un regain d'activité de la ceinture de feu, et des événements comme ce séisme pourraient devenir plus fréquents. La ceinture de feu est une zone très active. Pour autant qu'on puisse prévoir, on va voir à quelques décennies d'intervalle des événements majeurs, éruptions volcaniques ou séismes. Aux États-Unis et au Japon,
les géologues tirent parti des toutes dernières techniques d'exploration et de simulation pour tenter de comprendre les lois qui régissent la tectonique des plaques. Une meilleure connaissance de ces lois permettra à la fois de prévoir les catastrophes et de s'y préparer le mieux possible. Mais à l'heure actuelle, il est impossible de prédire des événements tels qu'un séisme dans la zone des Cascades. Une prévision implique de connaître la date, l'endroit et la magnitude. Nous ne sommes pas prêts d'y arriver. Le mont Saint-Helens et des milliers d'autres volcans. La faille de chevauchement de Tokyo. La zone de subduction des Cascades. Tous les points chauds de la ceinture de feu risquent d'exploser si le regain d'activité suggéré par l'analyse des glaces est une réalité. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'anneau de feu ne se réveille à nouveau. D'ici là, les chercheurs du monde entier font tout pour nous aider à affronter la prochaine grande catastrophe.